L'entrepreneuriat est devenu un effet de mode. Tout le monde s'y met. Mais la question qui ne cesse de revenir, comment faire pour réussir dans ce domaine? C'est ce que nous allons tenter de résoudre en mettant en lumière des personnes qui osent, qui transforment, qui innovent. Entre parcours inspirants, leçons concrètes et sujets sans filtre, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Géniepreneur et bienvenue également à notre invité du jour, Mamadou Bawad. Merci beaucoup, ma sœur Mbenglum, pour cette invitation. Merci beaucoup à toi. Alors, connais-toi toi-même. Ça, c'est le fameux, bien sûr, la fameuse phrase des coachs en développement personnel. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu vas aujourd'hui te présenter à eux? Merci beaucoup, ma sœur Mbeng. Je réponds au nom de Mamadou Bawad, plus communément appelé Coach Momo, coach formateur en développement personnel et en prise de parole en public. En même temps, je suis le responsable chargé des partenariats au niveau de l'École supérieure de commerce et d'administration, ESCOA. D'accord, brillant parcours, beaucoup de casquettes. Est-ce que nous voudrions bien sûr savoir pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a aujourd'hui donné le déclic ou qu'est-ce qui t'a motivé à y entrer? Alors, merci beaucoup pour cette question. Et à ce niveau, je dirais que j'étais un jeune qui a toujours nourri ce désir d'être utile, d'aimer l'humain et être au service des humains pour les rendre service. Et à ce niveau, c'est là où tout a commencé. Donc, je m'étais toujours intéressé dans le fait de pouvoir aider les autres, les donner des conseils. Et je peux dire que même dans mon plus tendre enfance, j'étais le mire de lamentation donc de mes amis. C'est moi qui les conseillais, c'est moi effectivement qui les poussais à sortir de leurs problèmes. Et arrivé aujourd'hui à Dakar, à Afrique, donc là, j'ai été inspiré par des personnes qui étaient mes professeurs, à l'occurrence avec Madame Diop, et aussi Monsieur Sarr, qui étaient effectivement, qui étaient des professeurs en développement personnel. Et c'est là où tout a commencé. C'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, tiens, c'était ça que j'étais en train de faire en étant jeune. Et aujourd'hui, c'est devenu un métier. Pourquoi pas me lancer là-dessus? Et je vais te raconter une histoire. Il y avait un jour où notre professeur, Madame Diop, donc avait divisé la classe en deux parties. Il nous a demandé qui sont ceux qui veulent entreprendre et ceux qui veulent demander de l'emploi. Et là, comme que j'avais ces fibres entrepreneuriales et le fait d'être utile aux autres, donc je me suis dit, tiens, c'est une opportunité. Et il nous a obligés, donc pour ceux qui voulaient être des entrepreneurs, de trouver un registre de commerce et un INEA. Sinon, tu ne vas pas avoir la dernière note. Et ceux qui avaient choisi d'être des demandeurs d'emploi, il fallait amener une attestation de stage pour montrer que tu as un stage ou tu as décroché un emploi. Et c'est là où tout a commencé, j'ai formalisé et je me suis lancé donc dans l'accompagnement des jeunes pour l'orientation vers les universités privées. Et c'est à ce niveau que j'ai eu à effectivement collaborer avec beaucoup d'universités ici à Dakar et j'ai eu à orienter beaucoup d'étudiants aujourd'hui aussi dans ces universités. Et au fur et à mesure, j'ai aussi ajouté le coaching et aujourd'hui, c'est ça qui a mis le jour le cabinet, l'AS, les agréés pour vos études de service. C'est là où tout a commencé, un désir d'être utile, un désir de rendre service, un désir pour permettre à l'humain de se remettre sur pied. Tout à fait. Alors, nous voyons que l'entourage a été quand même très important. C'est ce qui a bien sûr créé ce déclic. Mais nous voyons aussi une passion dans votre manière de parler et aussi dans ta manière de raconter les choses. Et par là, la question qui va bien sûr me tarauder l'esprit, c'est que tu étais étudiant. Tu faisais tes études et il y avait aussi l'entrepreneuriat qui venait d'être là. Comment est-ce que tu as fait aujourd'hui pour concilier les deux? Alors, merci beaucoup. Et ça, c'est une question d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est le message même que nous lançons à cette jeunesse que c'est bel et bien possible d'allier les deux à la fois. À la fois entreprendre, mais en même temps être dans ses études. Et ça demande tout simplement de l'organisation. Et à travers cette organisation, nous avons eu effectivement cette possibilité à allier les deux à la fois. S'il s'agit d'aller dans nos activités personnelles, donc on s'investissait pleinement. S'il s'agissait aussi de nos études, donc on était là-bas, voilà, on se donnait à fond. Donc c'est juste une question d'organisation, car c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et aujourd'hui s'en sortent. Donc c'est un message aussi que je lance aux jeunes, de pouvoir savoir qu'effectivement, c'est bel et bien d'allier les deux à la fois. Dès la première année, commencer à se projeter sur des idées de projet, des choses qu'effectivement, qui à la licence 3, même si tu as ton diplôme et que tu ne parviens pas à décrocher un emploi, il y a ton domaine d'entreprise, donc qui pourra effectivement te servir à quelque chose. Il y a un domaine de passion quand même. Alors, aujourd'hui, tu es coach en développement personnel.
tout le monde parle de développement personnel, tout le monde veut le faire, certains essaient quand même de le fuir. Comment est-ce que toi, tu définis le développement personnel? Qu'est-ce que c'est qu'exactement et pourquoi est-ce que c'est tendance? Alors, on va faire un peu une digression avant d'arriver à la définition. Ma sœur, il faut savoir que dans cette vie, tout bouge, rien n'est statique. Les jours se succèdent, les années se succèdent, la nature évolue. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers en perpétuelle évolution. Et l'être humain aussi doit suivre ce même rythme. Parce que l'être humain, c'est un être en évolution. C'est-à-dire que le développement personnel tient en compte les différents aspects de la vie de l'être humain, que ça soit au niveau spirituel, que ça soit au niveau affectif, que ça soit aussi au niveau intellectuel, au niveau social, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le travail du développement personnel permet à l'humain de créer, c'est-à-dire une synergie entre ces différentes dimensions, que ça soit au niveau spirituel, intellectuel, social, affectif, même financier, si on peut le dire. Et c'est un processus par lequel où l'être humain travaille sur lui-même pour augmenter sa valeur personnelle et devenir une meilleure version de lui-même. Et je pense que c'était ça même l'objectif de notre création. Si Dieu nous a créés, c'est parce que nous puissions devenir meilleurs et apporter quelque chose de meilleur à cette humanité. Et je me dis que c'est réservé à tout le monde. C'est quelque chose que chaque humain peut faire pour accroître sa valeur personnelle, parce que tout ce que nous allons obtenir dans notre vie va dépendre de cette valeur que nous aurons. Ouais. Alors, si nous comprenons bien, donc c'est un processus de travail sur soi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui ont peur aujourd'hui d'entrer dans ce développement personnel ou de le pratiquer? Parce qu'ils ont tendance à dire que oui, le développement personnel, ça risque de nuire à ma spiritualité, ça risque de nuire à ma religion et je ne veux pas me détourner de cela. Donc, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est une chose à continuer à faire ou bien? Alors, à ce niveau, il faudrait comprendre que le développement personnel même, c'est la religion. Parce que tout ce que la religion nous exhorte, c'est ça le développement personnel aussi nous exhorte. Il faudrait savoir que le développement personnel, c'est de la spiritualité. Parce que c'est un processus par lequel où l'être humain est censé créer donc une synergie, donc une connexion entre ces différents composants, que ça soit l'esprit, le cœur, le corps et l'âme. C'est-à-dire, quand on arrive à ce niveau, ça doit effectivement nécessiter une introspection, un questionnement constant. C'est à ce niveau même que le prophète nous disait dans un hadith, Man harafa nafso, faqad harafa rabbuhu. Lorsque tu parviendras à avoir une saine connaissance de soi, cela te conduira à une connaissance de la divinité. Et la divinité est en nous, parce que Dieu même le dit dans le Coran. Nahnu akrabu ilayhi min hablil warid. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et ce processus te pousse à retourner ton attention vers soi-même pour aller à la découverte effectivement de ses capacités, de ce potentiel, ou je dirais même de cette divinité qui sommeille en nous. Donc, et quand on parle de cette vie intérieure, ça fait allusion à la spiritualité. Donc, il n'y a pas de développement personnel, ça est spiritualité. Et je dis aussi à ce niveau que les forces les plus puissantes de l'homme ne sont pas ses forces physiques, mais plutôt ses forces spirituelles. On peut parler de la foi, de la volonté, de la persévérance. C'est-à-dire, ce sont des choses que tu ne peux pas toucher, mais ce sont des choses spirituelles. Et là, ce sont ces forces-là qui créent la vie, qui résout les problèmes, qui atteint aussi des objectifs. Mhm. Alors, la divinité est en nous, et vu qu'elle est en nous, tu as dit que il faut d'abord une connaissance de soi pour mieux la réveiller, on va dire. Et vous, les coachs en développement personnel, vous dites toujours le connais-toi toi-même. Alors, apparemment, nous ne nous connaissons pas tous. Alors, quel chemin aujourd'hui est-ce qu'on entreprend? Quels outils aujourd'hui on utilise à travers le développement personnel pour mieux se connaître et bien sûr se rapprocher, mieux renforcer plutôt sa spiritualité? Alors, merci beaucoup. À ce niveau, je vais juste aussi te dire que ce téléphone-là, c'est-à-dire c'est un outil. Mais avant de l'utiliser, il y a ce qu'on appelle une notice. C'est-à-dire qui te permet de connaître son mode d'emploi, le modus operandi. C'est-à-dire dans n'importe quel appareil, donc il faudrait qu'il y ait une notice qui te permettra de savoir comment l'utiliser, quelles sont ses composantes. Et aujourd'hui, le problème de l'être humain en est qu'il demeure aveugle à ce qu'il est réellement. On ne connaît rien de nous-mêmes. Et malheureusement, on pense que nous sommes un nom et un prénom, alors que nous sommes au-delà de ça. Nous sommes un être. Nous sommes des êtres, autant pour moi, dotés d'une technologie tellement sophistiquée. Parce que imagine, ce qui compose l'être humain, ce n'est pas son nom ou son prénom. Et c'est bel et bien possible parce que dans nos séances de coaching, parfois on pousse l'être humain à déceler ses capacités, ses potentiels, mais aussi ses défauts.
Mais ça, ce sont tout simplement des choses qui sont liées à sa personne. Mais ce n'est pas elle, en fait. C'est-à-dire, il faudra aller au plus profond de ça. Qu'est-ce qui te compose? Qu'est-ce qui compose l'être humain? L'être humain est composé d'une âme, d'un esprit, d'un corps et d'un cœur. C'est-à-dire, si toutefois tu comprends ces composantes-là et de savoir quels sont effectivement leurs liens, arrivé à ce niveau, on parviendra à créer un équilibre. Parce que chacun des composants donc, a des exigences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu consommais de la mauvaise nourriture, automatiquement, ça va se refléter dans tout ton corps. Raison pour laquelle l'être humain doit arriver à développer une pleine conscience qui lui permette de savoir qu'est-ce qu'il va mettre dans sa tête. Quelles sont les informations qu'il doit consommer? Quels sont les aliments qu'il doit consommer? Parce que l'esprit a une nourriture. C'est les informations, c'est la connaissance, c'est les livres que vous lisez, c'est les choses que vous visualisez. C'est-à-dire c'est ça qui nourrit ton esprit. C'est au niveau intellectuel. Et aussi, il y a le niveau spirituel. Quand on parle de l'âme, il y a des choses aussi qui nourrissent l'âme. Peut-être les zikrs que nous faisons, la méditation, permettent aussi à l'âme d'avoir cette force qui doit te pousser aussi vers l'atteinte de tes objectifs. Aussi, le corps, bien évidemment, demande de faire du sport, même si je ne suis pas discipliné à ce niveau. Donc, le sport en fait partie. Mais aussi, le cœur, la méditation aussi te permet donc de travailler au niveau affectif. Et il faut qu'il y ait effectivement cette pratique, essayer de travailler dans ces différents niveaux pour avoir de l'équilibre. Donc, la prochaine fois, lorsqu'on va demander à une personne cultivée, il ne faudra pas tout simplement se limiter à son nom et à son prénom. On est plus que cela, parce que l'être humain est puissant. L'être humain est incroyable. Alors, mais malheureusement, nous n'avons pas de notice quand nous sommes là, ni de code QR pour savoir comment est-ce qu'il faut nous utiliser. De ce fait, tu as dit que il faut d'abord se rendre compte, bien sûr, de ce que nous allons consommer. Mais quand nous venons, nous ne savons pas ce que nous allons consommer, que ce soit visuel, que ce soit en mangeant ou autre. Comment faire aujourd'hui pour aller vers ce que nous devrions vraiment consommer? Ou si nous avons déjà consommé, vu que nous sommes un réceptacle, nous allons consommer de mauvaises paroles, des moqueries, de la mauvaise nourriture, on va s'en passer. Mais de dire qu'une fois que c'est là, comment est-ce que la personne va faire pour filtrer cela, entre guillemets? Comment est-ce qu'elle va faire pour que ces mauvaises paroles ne vont pas, bien sûr, impacter sur son mental ou sur son travail? Comment est-ce que cela va se passer? Alors, merci beaucoup. À ce niveau, je te dirai, dis-moi quelle enfance tu as et je te dirai quel adulte tu seras. Et nous tous, nous sommes le résultat de notre environnement et de tout ce que nous avons eu à consommer depuis notre plus tendre enfance. Et à ce niveau, je vais te raconter une histoire de Thomas Edison. Aujourd'hui, si on a la lumière, donc c'est grâce à Thomas Edison qui a été le meilleur inventeur à son époque. Quand il était enfant, il était un retard mental. Lorsqu'il était à l'école, donc il peinait à comprendre si rapidement. Et un jour, les professeurs se sont réunis pour dire que Thomas Edison, on ne va pas le garder dans notre établissement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de faire une lettre. On lui a donné cette lettre. On lui a dit, va remettre ça à ta maman. Et lorsque Thomas Edison est allé remettre la lettre à sa maman, sur la lettre, on avait écrit Thomas Edison est un retard mental, donc sur ce, on ne peut pas le garder dans notre établissement. Ce qui est préférable, c'est de le garder à la maison. Et lorsque sa maman a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire la lettre, elle s'est mise automatiquement à pleurer. Et il y a Thomas Edison qui était un enfant, donc il ne comprenait pas. Et il a posé la question à sa maman, maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et sa maman lui a dit, c'est parce que tu es un génie. C'est parce que tu es un génie. Et à ce niveau, c'est là où il a cru en cela. Donc, sa maman lui a dit, tu es un génie, reste à la maison, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, je vais prendre soin de toi. Il y a eu un boost. Effectivement. Et automatiquement, il a cru en ça. Il a cru en ça. Parce que d'habitude, on croit toujours à ce que nos parents nous disent. Et il a commencé à développer ses talents de création jusqu'à devenir le meilleur inventeur au monde. Aujourd'hui, il a créé beaucoup de choses. Et à un niveau, arrivé à un moment donné de sa vie, lorsque sa maman était morte, il fouillait sur les bagages de sa maman et il a vu la lettre. Et automatiquement, quand il a lu la lettre, il s'est mis à pleurer. Il a retourné la lettre et il a écrit. Certes, Thomas Edison était un retard mental, mais grâce à une mère héroïne, il est devenu le génie du siècle. Et qu'est-ce que cela apprend aujourd'hui aux parents? Ce que vous dites à vos enfants a un impact considérable. Donc, qui peut effectivement déterminer son comportement et aussi sa vue future. Donc, si c'était aujourd'hui en Afrique, dans les terres d'autres qui
C'est ça qu'ils vont te dire. Danga maa nar a gàcceel. Et l'enfant va enregistrer ça et va grandir avec ça. À chaque fois qu'il voudra faire quelque chose, il y a ces paroles qui reviennent pendant 10 ans. Et reste tranquille, tu n'es pas censé faire de grandes choses. Raison pour laquelle c'est très important, à un moment donné de sa vie, de se reprogrammer, de faire une reprogrammation mentale. Parce que la science nous a montré que l'être humain peut se reprogrammer par la plasticité du cerveau humain. C'est-à-dire, si on grandit dans une famille où on n'a pas été boosté, on a été effectivement brisé de l'intérieur, on peut se refaire en se reprogrammant. Raison pour laquelle le développement personnel permet à la personne de revisiter ses croyances. Est-ce que ce sont des bonnes croyances? Est-ce que ce sont effectivement des croyances à maintenir? Et qu'est-ce que je dois améliorer en moi? En faisant effectivement cette reprogrammation, on va finir par créer de nouveaux schémas qui vont déterminer notre comportement et nous poussera aussi à obtenir les résultats dont nous avons besoin. D'accord. Alors, de dire tout simplement que ce développement personnel, pour y arriver ou pour mieux retravailler sa personne, ce sera bien sûr de se complémenter peut-être soi-même, de se dire que même si je reçois cela, je suis un réceptacle, je ne suis pas aujourd'hui obligée de tout digérer. Je peux bien sûr, voilà, les mettre de côté. Et donc, si nous voyons par rapport à cette histoire, c'est ce que cet enfant a fait, c'est ce que sa mère, bien sûr, a fait pour qu'il croie, bien sûr, en ses mots. Donc, les mots ont un pouvoir et donc il ne faudrait pas dire n'importe quoi. Alors, tu es coach en développement personnel, mais aussi en prise de parole en public. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que tout le monde doit vraiment maîtriser cette prise de parole en public, même si la personne n'est pas, on va dire, extravertie, elle ne se sent pas leader ou elle n'est pas, on va dire, dans les mouvements de jeunes, dans les instances publiques où tout le temps, tu es obligé de prendre cette parole en public. Ces personnes qui ne sont pas dans ce milieu, est-ce que c'est important pour elles de la maîtriser? Bien sûr, parce que dans la vie, il faut savoir que tout est communication. Tout est communication. Même ce que je suis en train de faire avec toi, c'est une communication. Aujourd'hui, si je ne parvenais pas à m'exprimer correctement, donc je n'allais pas répondre bel et bien à tes questions. C'est-à-dire ce qui montre que tout est communication dans la vie et ça s'apprend. Et la plupart des gens pensent que c'est réservé à une minorité de personnes, mais c'est aujourd'hui une compétence qui s'apprend et qui doit être utile à tout le monde. Parce que quelles que soient les choses que l'humain va faire, il aura besoin de s'exprimer, de sortir ce qui est à l'intérieur de lui-même. La fameuse phrase de Olof Ndiaye qui dit que "Buy bu tojul du am", am njariñ. Donc, quelles que soient tes compétences, quelles que soient tes capacités, si tu ne parviens pas à les extérioriser, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Donc, raison pour laquelle la communication, surtout la bonne communication, doit être effectivement maîtrisée. Il faudra l'apprendre. Parce que nous le voulons ou pas, un jour la vie va nous l'imposer. Et ça nous permet de saisir les opportunités. Nous sommes dans un monde de communication. Même une entreprise qui n'a pas une bonne communication risque de tomber à l'eau. Donc la communication, c'est l'essence et la quintessence de la vie. Alors la communication, donc nous ne devrions même pas dire prise de parole en public, mais juste prise de parole, vu que parfois ça se fait en privé. Et alors, la prise de parole en public, c'est quelque chose de très difficile pour les personnes aujourd'hui introverties, pour les personnes qui restent tout le temps dans leur coin. Est-ce qu'il y a une histoire, une petite histoire ou une situation que vous avez rencontrée où vous avez eu des difficultés à former la personne en question? Oui, effectivement. Et ça nous arrive souvent. Parce qu'il y en a des personnes qui ont eu à vivre des situations donc, très, très difficiles. Parfois, ça nous arrive d'avoir ces genres de cas-là. Et parfois, ces situations les poussent à se replier sur elles-mêmes. Parfois même, on a du mal à les interroger pour qu'ils nous disent réellement ce qui se passe. Raison pour laquelle, avant d'en venir là, c'est très important d'écouter les gens. Et malheureusement, dans cette société aujourd'hui, on n'écoute pas les gens. On critique les gens sans pour autant connaître leur histoire. Et ça a tué beaucoup de personnes. Et personne ne dit que je n'ai jamais tué une personne. Oui, malheureusement. Malheureusement, il y en a des personnes qui sont mortes, mais qui sont là présentes parce qu'on les a tuées de l'intérieur. Pourquoi? Parce que peut-être on les a dit des choses qui les ont fracassées. Ce sont des personnes bien portantes comme ça, mais de l'intérieur, tout la vie. Arriver à ce niveau, ça doit être effectivement quelque chose que tout un chacun de nous doit cultiver, c'est quoi la bienveillance. Parce que d'habitude, la plupart des gens qui viennent vers nous ont ce problème, la communication. Mais quand tu remontes, quand tu essaies de comprendre, tu sais que ce n'est pas la communication, mais peut-être c'est l'histoire effectivement qu'il a eu à vivre. Mais il faudra en tant que coach pousser la personne
à donner une autre signification à cette histoire. Parce qu'il y en a des gens qui portent leur histoire jusque-là. Pourquoi? Parce que toujours, il y a de cela 10 ans, ils sont toujours donc dans leur histoire. Et le rôle du coach, c'est l'amener tout simplement à donner une autre signification à cette histoire. Tu as été battu, mais malgré tout cela, tu es là aujourd'hui. Qu'est-ce que ton histoire doit te rappeler? C'est une force que tu as. C'est ton bravoure. Parce que la fois passée, j'ai une femme, c'est ça que je l'avais expliqué. Si tu es arrivé jusque-là, c'est parce que tu as été fort. C'est parce que tu as été résiliente. Et à chaque fois que tu penses à ton histoire, ça doit te rappeler ta force et ta bravoure. Parce que peut-être si ça aurait été moi, j'aurais allé à la dérive. Mais tu es là, tu es plus forte que moi. Et si toutefois la personne change la perception qu'elle a de cette histoire, tout change. Et c'est très important. Donc, ce sont les histoires qui font ce que nous sommes. Il n'y a pas une réussite ou un accomplissement qui n'est pas sous-bassé par une histoire. Et c'est cette histoire-là qui va inspirer les autres. Et regarde, la plupart des personnes aujourd'hui qui brillent, qui ont réussi, elles ont réussi grâce à leur histoire. Donc, c'est très important et c'est ça que nous disait même notre grand frère Yanko Bodio. Avant de faire du storytelling, il faudra avoir une histoire parce que c'est l'histoire qui fera de toi ce que tu es. Donc, pour les difficultés et les problèmes, donc ce sont des bénédictions déguisées. Et c'est ça qui permet à l'homme de devenir fort. Même Dieu crée ses hommes dans la souffrance et dans les difficultés. Donc, ceci est un message pour toutes les personnes qui vivent effectivement ces moments-là, de savoir que ce sont des moments qui sont cruciaux dans leur vie parce que ça leur permet de se découvrir, effectivement, de se replier sur eux pour découvrir leur véritable force et aller avancer. Et demain, ça sera une histoire qui sera racontée. D'accord. Alors, très beau quand même, très beau message. Et aujourd'hui, pour ces personnes qui veulent réussir leur histoire, est-ce qu'il suffit de simplement lire des œuvres en développement personnel pour réussir? Alors, à ce niveau, il faudrait comprendre que le développement personnel, c'est pas théorique, c'est un vécu. D'habitude, on le dit souvent à nos coachés. La connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, ce sont des concepts. Mais des concepts qu'il faudra effectivement intérioriser. C'est comme si rester dans son chambre, se dire, j'ai la confiance en moi, j'ai la confiance en moi. Quand est-ce qu'on reconnaît une personne a la confiance en elle? C'est dans les situations qui l'exigent. C'est dans les circonstances que tu reconnais réellement est-ce que cette personne a la confiance en elle. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de faire une formation pour ensuite croiser les bras. Parce que c'est un processus continu de pratique constante qui te permettra effectivement d'intérioriser ces concepts-là. Parce que c'est très important. Parce que d'habitude, je le dis, qui est optimiste, tout le monde lève la main. Qui est brave, tout le monde lève la main. Qui a de la volonté, tout le monde lève la main. Mais en réalité, ce n'est pas quand tout est rose, on reconnaît ses cas, ses qualités, ses capacités, mais c'est dans les moments qui vont l'exiger. C'est dans les situations difficiles où tu te rendras compte, est-ce que tu es brave, est-ce que tu es tenace, est-ce que tu es optimiste. Ce n'est pas quand tout est rose. Donc, juste pour vous dire que les problèmes et les difficultés qui vont arriver doivent être des opportunités pour nous pour développer ces capacités, ces compétences. Donc, ça veut dire que le développement personnel, ce n'est pas théorique, mais c'est un vécu, c'est de la pratique. Et nous voyons à travers vos paroles que vous avez vécu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le développement personnel, qu'est-ce qu'il a, on va dire, comme impact? Aujourd'hui, vous pouvez bien sûr vivre des moments difficiles. Une personne, par exemple, peut vivre, on va dire, la mort d'un proche. Comment est-ce que, à ce moment, le développement personnel va jouer sa pièce maîtresse? Alors, le développement personnel nous permet d'être réaliste. C'est-à-dire, si l'humain arrive à un niveau de comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de lui et des choses qui ne dépendent pas de lui, là, tu deviens libre. Le fait de vouloir que mon père puisse vivre éternellement, ça, c'est de la folie. Celui qui accepte la vie doit accepter sûrement la mort. C'est-à-dire, si l'être humain arrive à un niveau qui réalise effectivement cette sagesse-là, tu deviens libre. Parce que quand on parle de développement personnel aussi, j'avais dit tantôt, ça agit au niveau intellectuel. C'est-à-dire, il faudra effectivement se préparer constamment, se forger, consommer de la bonne information qui te permettra d'y faire face lorsque ces situations-là vont arriver. Et la vie, c'est une préparation constante. C'est ça que disait Albert Einstein. La réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Donc, il faut se préparer, se musculer. C'est très important, surtout au niveau mental, pour que quand ces situations-là vont arriver, que tu puisses effectivement les gérer sans pour autant que cela t'impacte. D'accord. Alors pour,
accéder à la liberté, entre guillemets, le développement personnel serait une bonne voie. Effectivement. Et à ce niveau, même moi, j'ai une méthode de coaching, c'est-à-dire ce sont les 4 étapes vers la liberté. Parce que l'être humain passe dans les 4 étapes-là, dans ces 4 étapes pour obtenir ce qu'on appelle la liberté. Il y a une étape qui est appelée l'étape de l'esclavage où l'être humain subit sa vie, il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Et dans une autre étape, dans la deuxième étape, où sera l'étape de la raison. Ou peut-être tu as suivi une Ben Loum, tu as suivi Michel Yankobo Diop, tu as été inspiré. Tu te dis que waouh, moi, j'ai vécu la même chose que cette personne et cette personne s'est remise sur pied. Qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que moi aussi, si je le fais, je vais m'en sortir. Ça, c'est l'étape effectivement de la raison, de la conscience, de la prise de conscience. Maintenant, je sais que ce qui m'arrive, je peux m'en départir. Ça, c'est l'étape effectivement c'est l'étape de la prise de conscience. Il y a aussi l'étape du conflit. L'étape du conflit, c'est quand tu veux effectivement changer les choses et l'ancienne programmation vient pour prendre le dessus. Et c'est là où l'être humain a besoin de la persévérance, de la ténacité, aussi de la volonté. Parce qu'il y a toujours cette ancienne reprogrammation qui veut revenir prendre le dessus. Et si toutefois tu gagnes cette bataille, automatiquement tu tends vers la liberté. Alors, c'est un combat très dur et très long. Effectivement, et qui est continu. D'accord. Et d'habitude, ces 4 étapes, est-ce qu'il y a une durée qu'il y ait, comme par exemple l'étape de l'esclavage, de la raison, du conflit, de la prise de conscience, est-ce qu'il y a des durées limitées ou ça dépend des types de personnes? Alors, il faudrait comprendre que le changement aussi, c'est un processus. Et c'est ce piège-là, donc, que la plupart des gens ne comprennent pas. Il y a une personne qui va venir, qui va faire 1 mois de formation en développement personnel pensant qu'il a changé. Non, ce n'est pas le fait de faire une formation en développement personnel qui va te changer. Le développement personnel, faire la formation te permet d'être à un premier niveau. C'est le niveau de la prise de conscience. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire pour que ta vie change. Le fait de comprendre ne va pas changer ta vie. Et il faut qu'on se dise que pour changer aussi une habitude, il faudra qu'il y ait ne serait-ce que 21 jours pour créer de nouvelles connexions neuronales. C'est ça que la science nous a montré, que pour créer une nouvelle habitude, il faudrait 21 jours de répétition pour que effectivement cette habitude puisse être ancrée. Ce qui fait comprendre que il ne faut pas se dire qu'aujourd'hui je vais démarrer pour changer. Non, parce que ton comportement actuel est le fruit d'une répétition de pensées, d'émotions, d'actions pendant des années. C'est ça qui fait de toi cette personne que tu es. Et tu ne peux pas te dire que c'est aujourd'hui que je vais tout changer. Non, c'est un processus continuel. Donc, il faudrait comprendre. Raison pour laquelle, nous, quand on accompagne une personne, on te dit que voilà, c'est un processus. Il ne faut pas se dire que non, j'ai désherbé les mauvaises herbes, c'est fini. Tu cesses de désherber, les mauvaises herbes vont venir, vont pousser. Donc, c'est un processus continu par lequel toujours on s'efforce de devenir plus. Et par là, vu que c'est un processus continu, quelles sont aujourd'hui les habitudes que tu préconises pour ces personnes qui veulent vraiment s'améliorer dans ce chemin? Alors, je ne dirais pas que c'est le seul chemin qui existe, mais la méditation. La méditation est un meilleur moyen qui permet à la personne réellement de voir sa vie et de se voir avec honnêteté. Parce que la plupart des gens ne veulent pas être seuls. Parce que dès que tu es seul, tu es face à ta vie. Et on n'a pas le choix. On est censé avancer. Et pour avancer, il faudra y faire face. Parfois, se faire face. Et la méditation te permet de voir en soi ce qui ne marche pas. Et en réalité, ce qui te retient, ce qui te bloque, ce ne sont pas les autres. Mais ça dit, ce sont ces parties que tu ignores en soi. Parce qu'aujourd'hui, si on te dit que mais au fond de toi, est-ce que tu es bon? C'est en faisant la méditation et l'introspection que tu parviendras à avoir les bonnes réponses. Et ces réponses-là te permettront effectivement d'avancer. Parce que le premier pas vers la guérison, c'est d'accepter d'abord que tu es malade. Et que malheureusement, la plupart des gens ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Et la conscience, la pleine conscience te permet de voir et d'être réaliste pour effectivement corriger les choses qui ne marchent pas en soi. C'est le meilleur moyen donc d'enclencher son processus de développement personnel. C'est le retour sur soi, c'est la méditation, c'est l'introspection, c'est le questionnement constant. Et c'est par le biais de la méditation qui te permettra de faire. Et surtout d'avoir une routine. Parce que notre vie est le résultat de notre routine. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer nos lendemains. La question que nous devons nous poser, c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement aujourd'hui? Parce que les actes d'aujourd'hui, c'est ça qui vont produire nos lendemains.
Donc, effectivement. Alors, tu as parlé de méditation, tu as aussi parlé d'introspection. Mais ne penses-tu pas qu'aujourd'hui, le fait de se retrouver seul, d'apprécier sa solitude, n'est pas freiné par la société, surtout sénégalaise? Car d'habitude, nous n'aimons pas quand les gens se mettent en retraite, hein? Vraiment. Parce on n'est pas habitué. C'est-à-dire on ne nous a pas éduqués comme ça. Mais la solitude aujourd'hui, je me dis que c'est le meilleur moyen pour se découvrir et se reconnecter avec soi-même. Parce que d'habitude même, je dis que si la personne n'aime pas être seule, c'est parce qu'elle ne s'aime pas. Pourquoi? S'aimer, c'est pas porter une belle tenue, c'est pas porter de belles lunettes ou une belle montre. S'aimer, c'est pouvoir arriver à un niveau où tu as envie de te tenir compagnie. En étant seul, tu jouis de ta propre personne. C'est là où tout commence. Si tu as peur d'être seul, c'est parce que tu te fuis. C'est-à-dire tu n'entretiens pas une bonne relation avec toi-même. Et que cette relation que tu entretiens avec toi-même, c'est cette relation qui se reflète avec celle que vous aurez avec les autres. Si tu ne t'aimes pas et que tu ne peux pas te tenir compagnie, comment les autres pourraient effectivement te tenir compagnie, pourront t'aimer et que vous êtes les premières personnes effectivement à pouvoir effectivement vous aimer. Mais tout cela se travaille dans la solitude. Chut. D'accord, en espérant que les gens qui nous suivent aujourd'hui vont y réussir. Alors, nous avons parlé de développement personnel, de prise de parole en public. Comment aujourd'hui ou quelles habitudes est-ce que tu conseilles à ces personnes qui veulent vraiment allier développement personnel, tout en sachant que ça se fait tout au long de sa vie, mais aussi de la prise de parole en public? Alors, la pratique constante. Parce que ça veut dire que ce sont des compétences qui ne sont pas théoriques, mais qui sont plutôt pratiques. Aujourd'hui, la prise de parole en public se pratique en public. Donc, ça veut dire que si tu ne pratiques pas, tu peux comprendre comment communiquer, quels sont les différents types de communication, paraverbal, non verbal. Mais si tu ne pratiques pas, juste tu vas te limiter à comprendre qu'est-ce que la communication. Donc, le développement personnel aussi, idem, la connaissance de soi, la confiance en soi, ce ne sont pas des choses aujourd'hui, c'est-à-dire qui viennent en un claquement de doigts, mais ce sont des choses qu'il faudra pratiquer constamment, aller vers des environnements qui te permettent effectivement de pratiquer, côtoyer des bonnes personnes qui pourront t'inspirer, parce qu'on a été inspiré. Et aujourd'hui, on bénéficie d'un entourage qui est extraordinaire. Aujourd'hui, les serviteurs de la jeunesse, donc, qui est composé de beaucoup de jeunes qui sont en train de faire un travail extraordinaire, dirigé par notre grand frère mentor Yankobo Diop. Il y a moi, Ahmed K, il y a aussi mon frère Moumoud Demba Kamara, Toumani Badian, donc aussi Ousmane Ba, beaucoup de jeunes, Ibrahim Ndiaye, donc aujourd'hui qui constituent un entourage qui permet aussi à d'autres jeunes de pouvoir véritablement se valider, se dire que oui, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse n'a pas d'espoir, n'a plus d'espoir. Et aujourd'hui, quand on voit des jeunes qui se battent pour effectivement donner le bon exemple, ça suscite de l'espoir. Donc, aller vers des environnements, faire de la pratique constante, écouter de la bonne information, consommer de la bonne information, parce que nous sommes déterminés par ce que nous mettons dans notre tête. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays sur TikTok, toujours on scroll la danse, musique, mais est-ce que ce sont des choses qui te permettent d'avancer? Ça aussi, c'est une question. Effectivement. Et ce que nous consommons là, c'est ça qui détermine notre vie. C'est ça qui détermine qui nous sommes. C'est ça qui détermine même notre avenir. Donc, si j'ai des conseils à donner, ce serait de s'orienter vers ces environnements, de côtoyer les bonnes personnes, de consommer la bonne information, aussi d'avoir une routine qui te permettra véritablement d'atteindre tes objectifs. D'accord. Alors, on a découvert beaucoup de choses hein, sur la prise de parole en public, sur le développement personnel. Alors, on va revenir à vous, coach Mamadou Bawad. Alors, s'il y avait aujourd'hui 3 adjectifs que vous allez utiliser pour vous définir, quels seront-ils? Alors, je dirais la générosité. Parce que ce qu'on est en train de faire, si tu n'es pas généreux, tu ne peux pas le faire. Et qu'aujourd'hui, c'est un problème dans cette société. Les gens veulent réussir et ensuite, l'opportunité à d'autres de réussir. Et aujourd'hui, regarde les Occidentaux. Si une personne réussit, il va faire de sa réussite un livre pour permettre à d'autres personnes de s'inspirer de son parcours pour atteindre ce même objectif. Et ici, bu ci dugg dafa metti li ma ci daj. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner l'autre l'opportunité aussi de réaliser sa vie. Parce que quand j'ai compris une chose dans la vie, quand je respire, buuxantewuma kenn, et pourtant j'ai respiré. Et je crois profondément que la réussite est comme ça. Quand on voit le ciel, on n'a pas besoin aussi de nous bousculer. C'est-à-dire les opportunités sont partout et la réussite est faite pour tout le monde.
Donc, et si toutefois on est généreux, là, on est en vie. Là, on se sent utile. On se sent pleinement en vie. Parce que c'est ça la finalité de la vie. C'est pas emmagasiner beaucoup d'argent, c'est pas avoir beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, mais impacter la vie d'une personne. Parce que c'est ça qui a été même la mission des prophètes. Aujourd'hui, le prophète Mohammed est connu partout. C'est parce qu'il a été utile, il a été généreux. Il a été effectivement utile à l'humanité. Et aujourd'hui, on se rappellera de lui jusqu'à l'éternité. Mais aussi Cheikh Ahmadou Bamba, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Sëñ Touba, Mame El Hadji Malick Sy, Mame Limamou Laye. Si aujourd'hui on en parle, c'est parce qu'ils ont été utiles. Donc, je vais me limiter tout simplement à ça parce que tout rentre dans la générosité. Que ça soit au niveau intellectuel, que ça soit au niveau physique, que ça soit dans toutes les dimensions, la générosité, c'est tout. Dieu nous donne l'air, le soleil, la terre, la pluie. C'est la générosité. Et c'est ça qui nous permet d'être en vie. Pourquoi pas aussi nous ne le partageons pas avec les autres. Ce que nous connaissons, ce que nous avons, ce que nous pouvons. La fameuse citation de mon grand frère Diop Diop, xam-xam xamle, doole baale, alal dimbale, jëf fayeeku. C'est ça la générosité. En tout cas, on voit maintenant que le mythe va être déconstruit concernant le développement personnel et spiritualisme, parce que là, on voit que voilà, tu es très spirituel, coach Momo. Et là, la question que je vais encore poser, c'est quelle est la plus grande leçon que tu as apprise depuis que tu es dans le domaine du coaching? Alors, ce que j'ai appris depuis que je suis dans le domaine du coaching, c'est de savoir qu'il n'y a pas de problème qui ne sera pas dissipé. Si je peux le dire autrement, il n'y a pas de nuit qui ne sera pas succédée par le jour. Il n'y en a pas. Amul guddi gu bët dul set. Et que malheureusement, la plupart des gens ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que dès qu'il y a un problème, c'est pour l'éternité. Alors que tout passe. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens qui croyaient en ça, qui étaient bloqués à un moment donné de leur vie, mais aujourd'hui qui sont libérés. Et j'ai compris qu'effectivement, ces difficultés, ces problèmes-là, ne font que concourir à l'accomplissement d'une personne. Si j'ai une leçon que j'ai à apprendre, donc dans ce que je fais, c'est tout simplement comprendre qu'il n'y a pas d'évolution sans problème, sans difficulté. Et si toutefois on l'accepte, là on est libre. Parce que ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur d'affronter les difficultés, les problèmes. C'est ça le problème de l'être humain. La peur de sortir de sa zone de confort, se faire face. Et d'affronter les difficultés, effectivement. Voilà, d'émettre beaucoup d'efforts, surtout avec la nouvelle génération. Alors, l'autre question, c'est aujourd'hui, quel est le conseil, un conseil majeur que tu donneras à des jeunes? Un conseil qui fera en sorte que, en tout cas, un conseil qui va faire en sorte qu'ils pourront éviter ce que toi, tu n'as pas pu éviter. Alors, à ce niveau, la question là, mais quand même, je dirais la patience, la patience, la patience. La foi, la foi, la foi. La persévérance, la persévérance et la persévérance. Si toutefois ces trois choses-là sont conjuguées, c'est-à-dire ça donne naissance à une réussite inévitable. Et que malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui de par cette jeunesse, c'est le manque de patience. On ne peut pas semer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Et ça nous arrive même dans nos formations. Tu vois un jeune qui vient, en un mois, il veut changer. Non, parce que ton comportement date depuis pendant 10 années, tu as eu à répéter la même chose et tu vas changer ça en une seule journée. Aujourd'hui, tu vois un jeune entrepreneur qui commence aujourd'hui et qui veut réussir coûte que coûte aujourd'hui. C'est impossible, c'est par manque de patience. Et surtout, le fait de nous comparer aussi aux autres. Le fait de nous comparer aux autres. Et avant de se comparer à une personne, il faudra connaître son histoire. Ça, c'est très important, c'est très capital. On voit tout simplement l'aspect superficiel de la réussite des autres, mais on ne connaît pas en réalité l'histoire de cette personne. Et c'est l'histoire qui construit l'homme. C'est l'histoire qui fait la personne. Et l'histoire se raconte dans le temps. Et tout se construit dans la patience. Aussi la foi, de croire. Parce que la croyance, c'est tout. La foi, c'est tout. C'est l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Et malheureusement, si tu es entrepreneur et que tu n'as pas la foi, laisse tomber. Raison pour laquelle je dis souvent que l'entrepreneur est un spirituel. Parce que c'est quelqu'un qui voit dans le sombre, dans l'obscurité, quelque chose qui n'est pas encore venu. Et ça, c'est la foi. C'est de voir en une chose que tu n'as pas encore touché. Mais c'est ça que disait même Jésus dans la Bible. Lorsque vous demandez quelque chose, faites comme si vous l'avez déjà et vous l'aurez. C'est-à-dire la foi.
c'est très important. La persévérance, c'est être tenace. Dafa am benn kàddu bu Maam Cheikh Ibra Fall doon wax mu ni xorondom, tu connais xorondom? Fourmi, il dit que ni doole ji bariwul waaye yoonam du sax ñax parce que du ci jug. À force de persévérer, à force de s'y mettre, tu vas parvenir effectivement à ouvrir la porte. Alors, en entrepreneuriat, tu l'as dit, la patience est vraiment une des qualités essentielles à avoir. Tout ne peut pas se faire du jour au lendemain et on voit que tu as beaucoup carburé et ça fait vraiment plaisir de le voir. Et la question qui va suivre, c'est de savoir qu'est-ce que tu regrettes depuis que tu es Mamadou Bawad? Tu te connais très bien, hein? Alors, qu'est-ce que tu regrettes depuis que tu es là, que tu as fait et que tu voudrais même le faire effacer de ta vie? Ou un moment, une situation qui t'a vraiment fait mal et qui jusque-là te tympanise, que tu pourrais bien sûr partager avec nos téléspectateurs? Alors, peut-être je vais répondre à cette deuxième question parce qu'effectivement, il y a une histoire qui ne cesse parfois de revenir dans ma tête. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que même si j'ai des regrets, je me dis souvent que ça a été propice pour ma vie. Même si ce sont des erreurs que j'ai eu à faire dans ma vie. Donc, ça a beaucoup contribué aujourd'hui à mon évolution. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ces erreurs. Donc, je rends grâce à toutes les difficultés, aussi à toutes les erreurs que j'ai eu à faire et que j'ai reconnues et qui m'a permis aujourd'hui d'évoluer. Parce que l'être humain, par nature, c'est un être d'erreur. Parce que c'est ça qu'on a hérité, raison pour laquelle nous sommes là sur cette terre. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine, effectivement. Donc, concernant l'histoire, c'est une histoire d'un jeune homme. C'était un camarade de classe, un ami. Il était tellement brillant. Et sa famille croyait en lui, c'est-à-dire il était le soutien de sa famille. Il était tellement brillant. Toujours premier, premier, premier. Et je me rappelle, il y avait une sortie qu'on avait organisée en classe de première. Et il disait qu'il voulait aller, il voulait faire partie de cette sortie. C'est-à-dire, il était venu me voir, je lui ai dit, non, Mansour, il faudra pas partir, reste. Et c'est la première fois qu'il s'était intéressé dans ce genre de choses-là. Et je lui ai dit, non, Mansour, il faudra pas. Et j'étais sûr que cette personne, si elle était là jusqu'à aujourd'hui, elle allait briller. Parce qu'elle était extraordinaire, tellement intelligente. Il était un génie. Et il est parti à la sortie. C'est ce jour-là que je ne l'ai pas vu. Depuis ce jour-là, parce qu'il s'est noyé. Et cette histoire m'a fait comprendre m'a fait apprécier la vie. M'a fait apprécier la vie. Et cette histoire aussi, toujours, quand je vois une personne qui a un sac et qui se bat, ça me rappelle ma soupe. Et ça m'a fait vraiment pousser à apprécier la vie, de profiter de la vie et d'être utile. Parce que je ne veux pas regretter demain ou après-demain de ne pas être utile. Vraiment, c'est quelque chose qui me marque en étant jeune, de se dire que la vie, c'est un cadeau, c'est une opportunité. Il faudra en profiter pour faire du bien. Et je sais qu'il avait cette motivation, il avait cette volonté, il avait ce désir. Parce que tout le temps, il me disait, ma mère, ma mère, ma mère. Donc, profitons avant qu'il ne soit trop tard. Profitons, soyons utiles, réalisons nos rêves et surtout croyons en nous. Alors, tu l'as dit, Mansour aimait la vie et ce que nous pouvons aussi, je vais contribuer. Alors, mieux vaut avoir aujourd'hui des remords qu'avoir des regrets. Mieux vaut se dire que au moins je l'ai fait que de se dire que si je savais, j'allais le faire. Ce qui fait que parfois il y a des gens qui ont des projets, qui ne l'accomplissent pas. 5 ans plus tard, tu vois quelqu'un le faire, tu dis que ah, pourtant, j'avais ce projet, mais tu ne l'as pas mis en action. Donc, il faut toujours aussi essayer de joindre l'acte à la parole. Et comme que la vie est un cadeau, tu as parcouru la vie, machallah. La toute dernière question, qu'est-ce qu'aujourd'hui la vie t'a appris et que toi, tu as appris de la vie? Ce que j'ai appris de la vie, c'est tout simplement d'être utile et de faire ce qu'il faut quand il le faut. Parce que je me dis que les endroits les plus riches, selon vous, c'est où? Quels sont les endroits les plus riches? Caché. Les endroits cachés. Peut-être une personne va me dire Almadi, ou Mariste, ou Ville. Mais c'est dans les cimetières. Vous allez voir des députés, des ministres,
des milliardaires et des personnes aussi qui sont mortes avec des idées qui pouvaient transformer le monde. Et arrivé à ce niveau, quand vous avez un rêve, quand vous croyez en une chose, passez à l'action. Mettez-vous-y à fond, parce qu'on ne sait jamais. L'idée et le rêve que tu as peut changer le monde et peut changer la vie de beaucoup de personnes. Donc, si la vie m'a appris quelque chose, c'est de toujours passer à l'action et de faire ce qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard. Toujours passer à l'action, essayer de joindre l'acte à la parole, c'est ce que nous laisse bien sûr le coach Mamadou Bawad comme conseil aujourd'hui au niveau de Géniepreneur. Géniepreneur, l'émission qui est là pour mettre en lumière les entrepreneurs qui osent, qui transforment, qui innovent à leur façon, qui sont des jeunes, parce que vous voyez, il est tout beau, tout jeune. Donc, ils sont des jeunes et ils sont bien sûr des modèles pour la génération. Donc, un merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là. Merci évidemment au coach Mamadou Bawad. La première phase, c'était connais-toi toi-même. Et aujourd'hui, je pense que nous tous, aujourd'hui, nous te connaissons encore. Nous réitérons bien sûr nos remerciements et de dire que, en espérant que ça vous a été utile et de nous dire bien sûr à la prochaine pour un nouvel invité, un nouvel entrepreneur et surtout toujours un entrepreneur de marque. Géniepreneur, c'est l'émission qui met en lumière les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Alors, nous nous retrouvons à la prochaine fois pour un nouvel invité de marque.